KissKissBankBank, My Major Company ou encore Kickstarter, vous connaissez sûrement ces plateformes qui font appel aux dons des internautes pour financer des projets entrepreneuriaux, culturels ou associatifs. C'est ce qu'on appelle le crowdfunding ou financement participatif. Comment fonctionne cette nouvelle économie? Nous avons sillonné les Alpes à la recherche des acteurs du crowdfunding et nous allons vous les présenter. Mais avant cela, quelques clés pour comprendre, c'est la Minute Focus. 35 milliards de dollars, c'est le montant des fonds récoltés via le crowdfunding en 2015 dans le monde. En France, les 141 plateformes de financement participatif existantes ont permis de lever près de 300 millions d'euros. Il existe trois types d'approches: le don, avec ou sans contrepartie, le prêt ou l'entrée au capital. Les projets sont sous mot d'ordre associatifs, musicaux, entrepreneuriaux ou sportifs. Une campagne optimale dure entre 30 et 40 jours, mais les 3 premiers et les 3 derniers jours sont les plus importants. Elle s'appuie sur 3 cercles de backers ou contributeurs: les proches, les amis d'amis et les inconnus. Les meilleurs jours pour lancer une campagne sont les mardis, mercredis et jeudis. Le lundi est à éviter. La collecte moyenne en France est de 4 000 €, mais attention, moins de la moitié des campagnes atteignent leur objectif. Voilà pour les bonnes pratiques et maintenant en direction l'Isère et la Haute-Savoie pour rencontrer les acteurs de cette économie collaborative et solidaire, Cocorico et Resogo. Et ensuite on vous racontera une très belle success story, je ne vous en dis pas plus. Dans le monde du financement participatif, il y a les plateformes internationales, nationales, dédiées à un produit comme le vin, un métier ou un secteur d'activité comme le monde agricole. Dans les Alpes, 2 acteurs ont choisi la dimension régionale et locale comme axe de développement. Né il y a 1 an avec l'impulsion de la Banque populaire des Alpes, Cocorico s'intéresse au projet 100% alpin. L'objectif pour ces plateformes, c'est de nourrir une communauté autour des porteurs de projets pour leur donner plus d'efficacité dans leur collecte de dons. Les projets ont plus de résonance quand on s'adresse à un public en leur expliquant que c'est un projet qui a lieu en bas de chez eux. Pour faire parler des projets, c'est beaucoup plus simple quand on a une dimension locale ou thématique que quand on a une dimension absolument généraliste. Ça nous permet d'être aussi beaucoup plus présent dans l'accompagnement que l'on peut faire auprès des porteurs de projets. On va apporter aux porteurs de projets une stratégie pour mettre en place un plan de campagne qui soit le plus efficace possible. Le créneau de ces collectes participatives, apporter une nouvelle solution de financement pour les projets alternatifs, innovants ou d'ambition modeste en termes de budget. Et on s'aperçoit qu'il permet de faire vivre des projets qui se finançaient pas ou très difficilement il y a encore quelques années. On s'aperçoit également que notamment tout le monde associatif a de plus en plus de difficultés du fait de la baisse des dotations publiques. Et là aussi, le crowdfunding peut être une réponse pour ces structures-là. Quand une banque va se focaliser essentiellement sur des critères de viabilité, de solvabilité, de pérennité d'un projet, le financement participatif aura des critères très différents puisqu'il va d'abord regarder est-ce que le projet a une dimension collective, une portée collective, est-ce qu'il a une histoire à raconter, un storytelling qui va pouvoir attirer le grand public sur son projet. Ça, c'est le premier critère. Ensuite, le deuxième critère, ça va être de regarder bien sûr quelle est l'ambition de collecte pour un projet et notamment la taille de la communauté du porteur de projet et donc la cohérence entre ces deux leviers. Né en 2015, Resogo partage l'ambition régionale de Cocorico mais propose désormais un nouveau modèle inspiré du participatif, l'achat groupé. Alors le principe de l'achat groupé repose sur le fait qu'un commerçant ou un groupe de consommateurs va pouvoir créer soi-même, en toute simplicité, une opération d'achat groupé via la technique proposée par Resogo. Et donc ça va permettre à ces consommateurs, sur un produit qu'ils ont identifié, qu'ils connaissent, qui est fiable pour eux, de configurer une opération d'achat groupé et de bénéficier d'un rabais accordé par le commerçant seulement si la cagnotte est atteinte. C'est le curseur, c'est le repère. Si la cagnotte est atteinte, on a alors ce produit avec 30 ou 40% de rabais et ça permettra toujours au commerçant d'être rentable. Si la cagnotte n'est pas atteinte, tout le monde est remboursé. Ainsi, le consommateur est gagnant, reste gagnant parce que de toute façon, il récupère son argent. Et le commerçant, lui, n'a pas pris le risque de s'aventurer dans une opération commerciale perdante. Ça peut tout à fait s'appliquer au niveau national avec une grande enseigne qui, au niveau de sa direction marketing et stratégique, décide de faire une opération d'achat groupé pour faire une opération marketing originale, fidéliser, relancer des clients qui venaient plus en point de vente et ça va leur permettre de générer à nouveau du trafic en point de vente parce que la commande se fera sur Internet, il faudra venir chercher le produit en point de vente. La plupart des gens ont l'habitude de l'achat groupé. Ils le pratiquent bien souvent au quotidien et négocient des rabais s'ils sont à plusieurs. Par exemple sur des niches particulières pour le mariage, entre autres, pour l'achat groupé sur des paniers bio, sur du local. Donc nous, on va le permettre. Comité d'entreprise, centrale d'achat, club sportif ou consommateur lambda,
l'achat groupé se prête à tous les objectifs. Les plateformes de financement participé ont été créées pour répondre à un besoin, une problématique du consommateur qui cherche des solutions alternatives pour sa consommation, retrouver un vrai sens à son argent, un pouvoir sur la consommation et qui est rémunérateur pour lui. Ça répond aussi à un contexte de crise. Si on est grossiste, on est une centrale d'achat, on est grossiste et qu'on a déjà des prix intéressants sur une certaine quantité d'ordinateurs et qu'on décide de déstocker ou d'écouler ces produits via une opération d'achat groupé sur laquelle finalement on peut appliquer les prix qu'on souhaite, on peut le faire. Ça va permettre aussi à des CE d'entreprise de créer des opérations d'achat groupé pour leurs salariés. Et le porteur de projet va être le CE d'entreprise. La promesse ? Une négociation simplifiée, sécurisée et un gain optimisé pour le commerçant et le consommateur. Et comme convenu, on va décrypter le financement participatif, comment mener une campagne de crowdfunding, comment s'assurer de son succès, comment préparer sa communication. On en parle tout de suite avec les cofondateurs de Clockers. Bonjour Nicolas Boutrin. Bonjour. Vous êtes directeur artistique et cofondateur de cette start-up. On va recevoir dans un instant votre partenaire Richard Piras. Vous êtes issu du monde du luxe et de la communication. Votre partenaire, le cofondateur, est issu, lui, du monde de la technologie et de l'électronique. Vous avez présenté un concept de montre révolutionnaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus ? L'idée, c'était de faire une marque de montre autour d'objets du quotidien. Donc la première montre a été inspirée d'une règle à calcul circulaire et on en a fait une montre pour permettre une mise en scène du temps un petit peu plus singulière que ce qu'on voit dans l'habitude. Alors justement, vous avez supprimé l'aiguille, on ne lit pas l'heure, comme on l'a dit sur la plupart des montres à cadran. Comment ça marche ? Tout à fait, c'est extrêmement simple, c'est beaucoup plus simple qu'une montre normale. En fait, on a une lecture à midi et on a trois disques heure, minute, seconde qui chacun indique donc l'heure et la minute et la seconde et qui tournent pour les spécialistes en anti-horaire, donc à l'inverse des aiguilles d'une aiguille qui tourne. L'idée a été surtout de se concentrer sur la mise en scène du temps et pas sur le mouvement, ce qui est le propre des horlogers aujourd'hui et des grandes marques. Vous êtes né en 2014 et tout de suite vous avez levé 300 000 € auprès d'investisseurs de Business Angel. Vous avez été aussi soutenu par le collectif Annecy French Tech et la BPI. Comment ça s'est passé quand vous avez articulé ces soutiens ? On s'est rapproché autour de Business Angel qu'on connaissait et pour lever ces 300 000 €, on est allé tout de suite après auprès de BPI pour avoir le reste. Et donc du coup, ça nous a permis pendant les 1 an, la première année, de prototyper en fait 3 montres. Et après, sur 2015, on a effectivement réfléchi à essayer de lancer la marque et de faire connaître les montres de façon un petit peu singulière. En tout cas, encore une fois, qu'ils ne soient pas dans les normes de la communication horlogère. Et on trouvait que Kickstarter, en tout cas les plateformes de crowdfunding, étaient bien associées à la cible que l'on souhaitait toucher. Pour vous démarquer de ces codes de l'horlogerie, 1 an et demi plus tard, 18 mois plus tard, vous lancez une campagne sur Kickstarter, qui est une des plateformes de financement participatif, de crowdfunding, comme on dit également. Pourquoi Kickstarter et comment vous avez préparé cette campagne ? Kickstarter, en fait, on l'a choisi après avoir fait une analyse de plusieurs plateformes, aussi bien européennes que internationales. Kickstarter, la plus grosse, en fait, c'est celle qui a lancé le modèle de crowdfunding. Elle a une audience, en fait, de plus de 900 000 qu'on appelle des backers, en fait, des gens des contributeurs, pardon, voilà. Et du coup, ça nous permettait de toucher tout de suite une population mondiale, parce que le projet Clockers, c'est un projet mondial, une distribution mondiale, et donc on cherchait en fait une plateforme qui permettait de relayer tout ça. Alors c'était un réel succès, vous êtes le 4e meilleur lancement dans l'histoire de Kickstarter. En 8 minutes, vous aviez atteint votre objectif qui était de 50 000 € levés et quelques semaines plus tard, vous aviez atteint finalement 605 000 € sur Kickstarter. Alors déjà, quelle était votre réaction ? Est-ce que c'était une surprise ? Est-ce que vous vous attendiez à cet engouement public ? Oui et non, on l'espérait, parce qu'on espère toujours, j'allais dire, performer. Alors, en même temps, quand on le vit, c'est toujours assez particulier, surtout que ça s'est passé extrêmement vite. En même temps, 45 jours, c'est long. Donc il y a plein de contradictions en fait dans la campagne. Ça a démarré extrêmement vite. Après, vous avez un phénomène de plateau, donc il y a toujours un moment un peu plus lent. À ce moment-là, il faut quoi ? Relancer le. Il faut en permanence en fait dynamiser, animer le réseau. C'est pour ça qu'on a aussi lancé ce qu'on appelait des happy hours tous les vendredis. On faisait la promotion d'accessoires et autres pour dynamiser les contributeurs. Pour animer cette communauté, est-ce que vous vous êtes appuyé sur les réseaux sociaux, sur des réseaux plus classiques, sur des newsletters? Comment ça marche cette pré-campagne?
Lorsqu'on a réalisé en fait la pré-campagne pendant ces 5 mois, on a utilisé en fait les Facebook, les Twitter et autres pour faire converger à un seul et même endroit en fait les inscriptions de ces futurs contributeurs. Donc tout était centré en fait sur une home page sur le site Clockers. Une fois qu'on a réalisé cette base de données, on a fabriqué la page Kickstarter et 1 heure avant, en fait, on les a informés qu'on lançait la campagne. Et, donc vous avez entretenu cette communauté? Exactement, en permanence, on avait une communication avec des informations qui permettaient en fait d'animer et puis de soutenir l'attention en fait de ces gens-là qui étaient normalement intéressés par les produits, par les produits Clockers. Donc le profil du contributeur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui appartient à un grand public, mais qui s'intéresse à l'innovation, au design? C'est ce qu'on appelle dans notre jargon la creative class. C'est des gens qui sont connectés dans le monde entier. C'est éminemment international, parce qu'on a aussi bien des Américains que des Européens que des Asiatiques. C'est des gens qui aiment bien le sens du détail, la singularité. C'est des gens qui aiment bien l'entrepreneuriat, qui aiment bien soutenir. C'est des hommes principalement? Oui, mais alors on a eu, donc, après les statistiques, on a eu 10% de femmes. Donc voilà, on est très contents. Donc là, on parle du grand public. Pour convaincre les investisseurs peut-être plus professionnels, est-ce qu'on adopte les mêmes codes de communication? Est-ce qu'on va aller chercher un à un? Alors, concernant Kickstarter, il n'y a pas de professionnels au sens investisseur. Il y a eu des gens qui ont acheté 35 montres, donc on ne sait pas trop si c'est des professionnels de la vente ou si c'est des passionnés, mais on en a eu plusieurs qui ont acheté 35 montres. Mais pendant la campagne Kickstarter, c'est clair que c'est du grand public, qui sont tous amoureux des produits, en tout cas qu'on présente. Alors, quand on voulait lever 50 000 € et qu'on enlève plus de 600, est-ce qu'on doit réajuster sa stratégie? Est-ce qu'on réinvente ce qu'on allait faire avec cet argent? C'est clair, c'est obligatoire, parce que du coup vous êtes devant en fait 1600 contributeurs auxquels il faut fournir pratiquement plus de 2000 montres. Donc du coup tout le planning de production est chamboulé. D'où le fait qu'aujourd'hui même on est en train de boucler des opérations d'augmentation de capital pour financer en fait le stock et pour soutenir le développement. Donc c'est clair que ça fait revoir, et en l'occurrence pour nous, ça anticipe et ça accélère en fait la stratégie de développement. Ouais. Alors pour apporter des réponses à tous ces contributeurs et puis pour pouvoir accueillir toutes les remarques, vous vous êtes doté d'une force humaine un petit peu exceptionnelle pendant le lancement de la campagne. Comment ça s'est passé? Vous aviez combien de personnes? En fait, on a tout de suite, lorsque vous faites une campagne de crowdfunding, quelle qu'elle soit, vous devez être extrêmement pointu sur la partie communication. Donc pour cela, on a engagé une personne qui est spécialisée en fait sur la communication. On avait une autre personne qui était spécialisée sur tout ce qui était plateforme digitale. En tout, il y avait à peu près 9 personnes, dont des journalistes, dont des gens qui étaient des fous de la techno, mais aussi des gens des distributeurs. On avait en l'occurrence une personne qui est spécialiste dans la distribution de textiles outdoor, pour pouvoir répondre en permanence en fait aux contributeurs. Parce qu'il faut bien comprendre que lorsque vous démarrez une campagne, c'est 24 heures sur 24, pendant les 45 jours, parce que c'est tous les fuseaux horaires qui sont concernés les uns après les autres. Donc vous voyez vraiment la Terre tourner. C'est vraiment du temps réel. Donc il faut répondre en flux tendu, en permanence. Et c'est ça qui est un peu stressant pour toute l'équipe. Merci Nicolas Boutrin pour ces explications. On accueille tout de suite votre partenaire Richard Piras. Merci. Richard Piras, vous êtes le deuxième élément de ce binôme Clockers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre vision de l'entreprise? Si vous deviez donner un conseil à des futurs entrepreneurs qui veulent se lancer dans l'aventure, soit de la levée de fonds, soit du financement participatif, qu'est-ce que vous leur diriez? En règle générale, dans l'entrepreneuriat, ce qu'il faut, c'est principalement savoir s'entourer de compétences, d'experts à tous les étages. Plus l'entreprise et plus l'ambition est importante, plus les niveaux d'expertise demandent de l'exigence et plus il faut avoir un collectif d'experts autour de soi. Et alors justement, votre ambition, l'ambition de Clockers, qu'est-ce que ça donne à court terme et à long terme? Alors en chiffres, l'ambition 2020, c'est d'avoir 200 000 montres produites et livrées. Donc, ce qui est relativement ambitieux, d'autant plus qu'on fait des produits extrêmement qualitatifs en Swiss made.
donc qui requiert une exigence à la fois dans la qualité du produit, des composants fabriqués, et puis des services qui sont apportés en matière on a dit que la conception et on n'a pas dit la conception et le design sont à Annecy et la fabrication est en Suisse. Exactement. Et alors, sur les 200 000, on en est à combien? Sur les 200 000, on est déjà à 1% de vendus qui sont en cours de production, d'acheminement et de livraison auprès de nos différents acheteurs et backers. Quand le succès sera atteint, est-ce que vous aurez peut-être l'ambition de revendre cette société, d'en faire d'autres ou de lui créer des frères et sœurs? Alors, Clockers, c'est une entreprise qui est relativement disruptive dans son approche, à la fois marketing, à la fois produit. Il y a beaucoup d'innovation dans nos produits. Donc l'idée de revendre l'entreprise, ce n'est pas particulièrement l'idée que l'on a. En revanche, à l'horizon de 2020 ou plus tard, s'adosser à une société qui aura la capacité de porter plus haut la distribution encore de Clockers, c'est de déployer plus largement à l'échelle internationale et mondiale l'écosystème de Clockers. Oui, ça fait partie des ambitions au-delà de 2020. Merci Richard Piras.